le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Lefebvre. Nathalie est journaliste, coach et auteure. Elle dirige Radio Médecine Douce depuis plus de 10 ans et se considère comme une chef d'entreprise inspirée. Elle anime également des formations en ligne, des conférences dont un TEDx et différents événements où elle propose des outils concrets pour avoir une vie harmonieuse avec soi-même et avec les autres. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Nathalie. Salut Julien, bonjour à tous. Comment ça va ? Ravi d'être avec vous. Écoute, ça va super bien. Je t'écoutais relater tous les succès de ces dernières années, en tout cas toute la contribution que tu peux apporter au monde avec tout ce que tu proposes, présentes. Ce festival pour l'école de la vie, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir animer des tables rondes, vraiment un petit peu comme toi, rentrer dans ce monde de l'éducation et comprendre à la racine ce qui pouvait justement poser problème. Donc bravo pour tout ce que tu fais. Vraiment, c'est immense, quoi. Donc, gratitude, mon cher Julien. Merci Nathalie, merci. Tu as écrit 2 livres ces 2 dernières années que je vais montrer à l'écran. Yes. Célibataire en couple, c'est le dernier qui vient d'arriver. Mm-hmm. Et puis ton tout premier, c'était Décidé, je m'épouse. Et c'est un peu notamment l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de ton actualité et de ce que tu fais et surtout de qui tu es. Mais je pense que les gens qui nous écoutent savent quand même qui tu es parce que ça fait quoi ? Ça fait plus de 10 ans maintenant, non, que tu es directrice de Radio Médecine Douce ? C'est ça, ça fait même... j'ai commencé à mes 19 ans, tu vois, et j'ai 30 ans dans un mois, donc 11 ans. 11 ans, c'est énorme. Et donc, d'ailleurs, nous, on s'est connus pour la première fois à Radio Médecine Douce. Exactement. On s'est rencontrés par ce cadre-là. D'ailleurs, j'ai fait énormément de très belles rencontres qui aujourd'hui continuent de jalonner un petit peu mon parcours professionnel, mais grâce à cette antenne. Et c'est vrai que c'est puissant d'avoir un média, on va dire, derrière soi, d'avoir un média qu'on peut teinter de tout ce que l'on est. Et personnellement, c'est un petit peu la belle histoire, mais comme j'ai jamais été formée en journalisme ni en animation radio, et cette radio ne ressemble à aucune autre puisque j'y ai mis tout ce qui, moi, me semblait essentiel en dehors d'un apprentissage, on va dire, uniforme qu'on peut entendre partout. Les gens en radio, en télé, on a l'impression qu'ils s'expriment un peu tous pareil. Sur Radio Médecine Douce, on a directement mis un ton différent. Et voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette radio, elle continue à vivre. Et puis maintenant, sans moi, tu vois, c'est comme si j'avais fait grandir cet enfant. Et aujourd'hui, il sait marcher, il peut se déplacer, il est de plus en plus autonome et indépendant. Donc moi, tu sais que l'histoire, c'était que j'ai récupéré aussi cette antenne avec des associés. Et puis aujourd'hui, je continue à en être la directrice générale, plus seulement la directrice d'antenne. Mais voilà, je supervise ça à distance. Et puis, comme vous pouvez le voir, moi, aujourd'hui, je suis plus à Paris aussi. J'ai une autre vie qui se dessine pour moi. Et donc, donc tout s'organise aussi de manière assez parfaite. Et ça, dans l'existence, c'est quand même étonnant de le réaliser. Donc, cette radio continue d'exister et nourrie avec beaucoup d'animateurs. Donc, on m'entend beaucoup moins dessus, c'est normal. Mais on peut découvrir plein d'autres gens qui font des choses merveilleuses et c'est super. T'avais imaginé à 19 ans un jour comme ça de te lancer dans une radio ? Jamais. Je crois que de tout ce que j'ai fait, je l'ai jamais imaginé réellement. Tu sais, il y a une créatrice de mode qui s'appelle Diane von Furstenberg et qui dit je n'ai jamais su ce que je voulais faire, mais j'ai toujours su quelle femme je voulais être. Et je crois que ça me parle bien cette idée. Tu vois, je crois que j'avais un peu le pressentiment de quelle femme j'avais envie d'être, mais pas forcément à travers quelles activités. Ça, j'ignorais totalement comment la vie allait me faire passer par toutes ces étapes qu'on va
peut-être énoncé pendant l'interview. Là, tu parlais des livres. Voilà, j'ai toujours aimé écrire. Pour moi, l'écriture, la littérature, ça a toujours fait partie de ma vie. Je sais d'ailleurs que c'est dans la littérature et dans les livres aussi que j'ai goûté à l'amour. Mes premières passions amoureuses, c'est parce que je lisais des histoires d'amour. Donc tout ça m'a bercée. Je ne pensais pas un jour avoir l'opportunité d'écrire un livre. En même temps, je me suis jamais empêchée de me raconter que ça pourrait être le cas. Mais à un moment donné dans la vie, je crois que quand on a des choses à dire, voilà, comme toi, t'en ferais un film, moi, c'est par le média du livre et ça va continuer comme ça. Il y a encore tellement d'idées de projets que j'ignore encore, mais j'aime cette façon de vivre, en fait, et de me laisser aussi guider par les opportunités un peu divines et puis les opportunités qu'on se crée nous-mêmes, parce qu'on va pas se raconter de bêtises. Hein. C'est pas juste qu'on est des gens qui avons de la chance, c'est aussi qu'on se crée notre chance et qu'on a la certitude que la chance, c'est un état d'esprit. Donc, il y a ça aussi, évidemment, au départ. Est-ce qu'on peut considérer que tu es connecté à ton intuition, que tu écoutes ton intuition pour avancer comme ça sur ton chemin de vie? Ouais, moi je parle davantage de fulgurance, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, la vie, elle me traverse à des moments pour me dire c'est ça qu'il faut faire et c'est maintenant. Et je la remets pas en question. Tu vois, je pense que tout le monde a accès à ça. Après, pour les gens, il y a tellement de couches de peur, de croyances, d'idées reçues, peut-être une mésestime d'eux-mêmes qui fait qu'en fait, les personnes n'entendent pas leur fulgurance. Mais chez moi, c'est-à-dire que c'est très clair, quoi. C'est le truc qui vient, le projet, il est là. Et puis, quand j'ouvre un peu justement sur ce projet pour quelque part capter un peu l'inspiration, voilà, je te confie que mon deuxième livre, j'ai même pas mis 3 mois à l'écrire parce que ça a coulé avec une force. Je me suis même dit, mais c'est comme s'il était déjà écrit en moi, ce livre. En fait, j'avais juste à aller chercher la matière, donc je savais pas où elle était, je savais pas quelle forme elle allait prendre. Mais en tout cas, elle est sortie avec une facilité déconcertante et surtout voilà, ça a à la fois plu à mon éditrice, ça me plaisait à moi, c'était exactement la forme que j'avais envie de sortir. Et puis pour un sujet comme le couple, je veux dire, qui est quand même un sujet sur lequel tellement de spécialistes ont donné déjà de l'information, donc il fallait faire quelque chose de différent aussi. Comment on peut être original encore aujourd'hui sur la question du couple? J'ai essayé d'amener moi ma vision d'une femme à la fois extrêmement engagée dans ce qu'elle fait et en même temps hyper libre. Voilà, mais oui, les choses, elles me traversent et après, je crois que j'ai juste quelque part, je me laisse l'autorisation de les entendre, tu vois, et de suivre en fait ce qui vient, quoi, ce qui est, et je fonce en fait. J'ai toujours été très fonceuse. Tu peux nous en dire un petit peu plus d'ailleurs sur ce bouquin, parce que c'est vrai que te connaissant un petit peu des différents échanges qu'on a eus, de ces rencontres qu'on a eues depuis, je sais pas, j'ai l'impression au moins une dizaine d'années. Ça passe, c'est ça, je pense, ça fait au moins 10 ans, non? Peut-être qu'on se connaît. Ouais, c'est ça. Moi, je t'ai toujours un peu considérée, je crois, comme une chercheuse. C'est exactement ça. Moi, je veux pas me sentir experte, tu vois, parce que je trouve que dans cette vie, on aura toujours des choses à apprendre. Et puis, la vie, parfois, nous surprend. Moi, j'ai pas de problème à être dans la contradiction, tu sais, avec ce que je pensais avant. C'est-à-dire que je suis OK de me dire qu'il y a un terrain d'inconnu qui fera que parfois, j'aurai une idée sur quelque chose et puis que la vie me fera peut-être changer d'avis. Donc, il y a vraiment cette idée pour moi, j'ai oublié ta question, mais oui, de suivre en tout cas ce qui est et ce qui se présente. Et avec ce livre... voilà, d'avoir eu envie, comme je le disais, d'offrir une voie du milieu sur un sujet sur lequel je trouve que même si on est en 2020, on manque de modernité, on manque de remise en question dans nos visions du couple, on avance encore de manière extrêmement archaïque pour moi. Et quelque part, l'histoire l'explique bien, puisqu'il faut comprendre que d'un point de vue des générations, les modèles ont tellement bougé en l'espace de seulement 2 générations. Tu vois, par exemple, pour nos parents et pour nos grands-parents, c'était déjà... Pour nos grands-parents, par exemple, moi, ma grand-mère, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'elle a quitté l'autorité de son mari pour l'autorité de son père pour être sous l'autorité de son mari, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas la même indépendance, à la fois financière, personnelle. Donc, en fait, on essaye de continuer à bâtir des schémas sur des visions d'un couple qui durait, où le mariage pouvait durer 40 ans, 50 ans, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus nos manières de faire. On a envie de s'explorer, on a envie d'aller vers notre individualité, et je pense qu'on a raison pour
pour moi, on doit être d'abord souverain, en notre intériorité et pas attendre du couple ou de l'autre qu'il vienne prendre la responsabilité de notre bonheur. C'est pas du tout le schéma, en tout cas, que moi je prône. Et j'ai vite compris ça. J'ai vite compris que ce que je faisais vivre en moi, c'est ce que je ramenais dans mon couple ensuite. Donc si j'ai envie de former un couple heureux, il faut que je fasse en sorte de me rendre heureuse. Et donc ça, c'était aussi finalement le premier livre que tu as montré, c'est Décider, je m'épouse. C'est vraiment cet engagement que j'ai pris auprès de moi de me dire, mais en fait, je ne confierai plus jamais à quiconque l'idée de me rendre heureuse, de m'apporter le succès. Et c'est très important pour moi. Aujourd'hui, je reprends en mon intérieur ce qui est la responsabilité de me faire vivre telle ou telle expérience. Même le succès, on peut penser que c'est quelque chose d'extérieur, mais ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas quelqu'un qui va arriver avec une baguette magique qui va vous dire « ça y est ». Voilà le succès. Toi, tu le vois, tu communiques sur ce film. Aujourd'hui, tu es presque à 1 million de vues. C'est ton énergie à toi, c'est tout ce que tu y as mis. Moi, je crois que c'est finalement pareil. C'est que j'ai compris que dans tout dans la vie, tout démarrait par notre intériorité. Et donc ce livre, c'est un petit peu une vision du couple où je dis aujourd'hui, il faut reprendre les bases de ce qu'on est et puis surtout arrêter d'imaginer qu'il y a un schéma. En fait, on a plein de schémas et on peut inventer ce qui nous convient à nous et sortir des dogmes, sortir des carcans. En fait, on peut inventer l'amour. Et l'amour est une substance libre. Et toutes les fois où vous vivez l'amour en voulant l'enfermer, en voulant le contrôler, vous allez dans un contresens de l'amour. L'amour n'est pas un endroit où, tu vois, sous couvert d'amour, je vais, être tout le temps en train de suivre ce que fait mon conjoint, être très jaloux, vouloir absolument tout connaître, etc. Je réponds à des questions de lecteurs beaucoup pour le livre, et je lisais notamment une question où une dame dit « mais mon mari, il a installé une application sur mon téléphone pour pouvoir savoir ce que je fais, quand, comment, et ça commence à devenir lourd pour moi. Est-ce que c'est normal ?» Alors, moi, j'ai juste répondu oui, c'est même le problème, c'est que là, il y a presque une pathologie d'insécurité profonde de la part de votre mari. Et non, ce n'est pas normal. L'amour n'est pas ça. Et tu vois, on met beaucoup de choses derrière l'amour. Donc moi, j'ai eu envie de rendre à l'amour ce qu'il est vraiment, à mes yeux, en tout cas. Voilà, je ne détiens pas la vérité absolue, mais à mes yeux, oui. Et donc pour revenir à cette histoire de chercheur, c'est ça. Je fais des recherches, j'expérimente. Tout ce que j'écris, tout ce que je transmets, c'est des choses qui sont très incarnées. C'est hyper important pour moi de pas tenir juste des discours mentaux, intellectuels, d'être juste quelque part une femme qui a lu 1 milliard de livres sur le couple et qui va vous raconter une substance, on va dire, mentale et intellectuelle. Moi, je vous raconte ce que j'ai vécu, ce que je vis encore, ce que je ressens dans ma chair et dans mes cellules. Et voilà, et c'est peut-être aussi la différence de ma transmission qui évoluera. Et peut-être que dans quelques temps, je parlerai encore du couple différemment. Mais chercher, ça me va bien. D'ailleurs, moi, je te rejoins sur beaucoup de choses dans ce que tu dis, à 100%. Et en fait, dans ce que tu dis, moi, je lis en filigrane quelque chose qui est important pour moi. J'appelle ça, c'est pas que je l'appelle, mais en tout cas, j'invite les gens, les citoyens, à conscientiser le fait qu'ils ont une responsabilité en tant que citoyens de s'occuper d'eux avant de s'occuper des autres. Donc là, en l'occurrence, dans notre couple, avant de s'occuper de son mari ou avant de s'occuper de son chéri. Et je pense qu'on peut vraiment le transposer à tout, en fait, dans notre vie. Et ça serait tellement bon, je pense, qu'on puisse nous éduquer ou nous accompagner le plus tôt possible, tu vois, à comprendre réellement qui on est, à comprendre nos émotions, à nous accompagner en fait dans notre être, tu vois, tout simplement. Parce que j'ai vraiment le sentiment que ça nous permettrait d'être plus en connexion avec qui on est justement, et donc du coup ça limiterait peut-être des prises de décision où on se met en couple parce qu'on est conditionné par la société à se mettre en couple, parce que on a peur d'être seul, pour plein de raisons en fait qui sont purement le conditionnement de notre société, alors que si chacun faisait l'effort au quotidien de prendre soin de lui, donc je sais pas, à travers l'alimentation, le sport, le sommeil, aller en pleine nature, tous les outils qui sont bons pour lui, donc à lui de les trouver. À mon avis, on aurait une société quand même vraiment très différente, quoi. Moi, je considère que l'humanité, c'est une team, quoi. On est une équipe et quelque part, quand on en veut juste à l'extérieur de ce qu'il est, je trouve que c'est toujours intéressant d'aller balayer aussi sur le pas de sa porte, tu vois, comme on dit, c'est-à-dire, ok, en quoi on participe aussi peut-être à ça en faisant vivre ça en nous. Et on peut être contre toutes les violences de ce monde, mais si on se fait vivre à soi, et c'est pas du tout anecdotique, c'est-à-dire que beaucoup de gens, une grande majorité, en tout cas des femmes que j'ai la chance d'accompagner en coaching ou autre,
qui vont me dire mais moi Nathalie je me hais, je me déteste, je me trouve horrible, je n'ai aucun talent, moi je n'ai rien, toi tu as ça, moi je n'ai pas ça. Enfin, je veux dire, les gens aujourd'hui fonctionnent sur ce registre-là. Donc comment, quand tu te fais vivre on va dire le pire des accueils en toi, comment tu peux offrir quelque chose de beau? Donc j'en fais une généralité, mais moi ça me semble quand même hyper logique, quoi. C'est-à-dire, voilà, si c'est déjà l'enfer en toi, est-ce que tu vas faire vivre le paradis aux autres? Bon, c'est pas si sûr que ça. Donc oui, si déjà on se prenait tous un peu par la main et qu'on arrêtait de se regarder le nombril, parce que c'est bien de se regarder, on va dire, mais en s'investiguant, en rentrant en soi, en rentrant dans nos profondeurs, pas en se regardant juste le nombril, en se disant ah ma vie est horrible, moi je suis vraiment pas quelqu'un qui a du talent, qui sait faire quelque chose, et tout le monde a quelque chose, tout le monde a un talent, une aptitude, des ressources, un parcours, une empreinte, tu vois, tout le monde a ça. Donc, vous pouvez vous raconter toute votre vie que vous n'avez rien et quelque part ne pas à un moment contribuer à servir cette humanité. Mais voilà, c'est à vous aussi que va vous coûter à votre propre existence, puisque quelque part, on peut en faire aussi un terrain tellement lumineux, tellement... Et même si à l'extérieur se passent des choses entre guillemets opaques ou obscures, je veux dire, le plus important, c'est de vous rendre heureux parce que vous allez contribuer à ça. Souvent, les gens, ils me disent, bah oui, mais... voilà, il y a des gens qui meurent, il y a des... Mais de toute façon, de toute l'histoire durant, il y a toujours eu des gens à l'autre bout du monde qui sont en train de mourir de faim. Moi, je pense aux femmes. Tu sais que je partage mes origines entre la France et l'Iran. Bah, voilà, je sais que déjà, dans mon deuxième pays d'origine, les femmes n'ont absolument pas la liberté que moi, j'ai en tant que femme occidentale. Donc, justement, moi, je me rends encore plus libre aujourd'hui dans un pays où, justement, on me laisse le choix de ma liberté. Parce que justement pour ces femmes-là d'ailleurs, parce que je vais pas moi me regarder le nombril et me dire bah oui, puisqu'il y a ça, bah moi je vais être malheureuse. Bah non, ça c'est des discours enfants. Prenez votre chance, votre reconnaissance aussi d'en être là où vous êtes et vous allez bien plus servir le monde. Moi je compte mener dans ma vie des engagements et je pense que quelque part peut-être que mon discours va se politiser au fur et à mesure. Peut-être qu'un jour, tu vois, j'ai mon mari qui me dit souvent un jour tu seras présidente. J'en sais rien, je sais, c'est pas ce qui me fait rêver aujourd'hui, mais en tout cas je sais que mon discours peut carrément se politiser et j'ai envie d'amener des vrais sujets, des vraies causes, des vrais enjeux dans notre société. Voilà. Et bah, par exemple, pour moi, aider les femmes à se libérer déjà de leur propre carcan intérieur, des propres endroits où elles se haïssent parce qu'elles ont observé peut-être leur propre mère se haïr elle-même ou qu'elles pensent que c'est quelque chose d'habituel, qu'il faut fonctionner comme ça. Voilà, déjà de leur rendre leur souveraineté, moi je trouve que là on contribue. En faisant ça pour le monde, on contribue. Donc demain, si chaque individu est déjà heureux en lui-même, putain, on aura fait quelque chose de bien, quoi, c'est clair. C'est clair, ouais. Ça veut dire que tu leur donnes des outils à ces femmes ? Bah, ça veut dire qu'en fait, je leur donne j'ai envie de dire presque en fait un modèle, c'est-à-dire que je crois que, tu sais, entre êtres humains, quand on se côtoie, c'est comme si presque on télécharge ce qui est possible. Tu vois, on voit une personne incarner des facettes, on se dit, mais putain, on a le droit de se permettre ça en tant que femme, on a le droit de dire ça, on a le droit de dire des gros mots et la seconde d'après, dire un mot hyper complexe. Est-ce qu'on a le droit d'être qui on est? Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui se demandent si elles ont le droit d'être libres. J'écrivais un post en disant que j'ai toujours été une femme entreprenante. Tu vois, moi, j'ai jamais attendu qu'un homme qui me plaise vienne à moi quand j'avais quelque chose à dire. Alors, c'est pas que je suis une bourrine, c'est juste que je suis une femme qui sait se dire au monde. J'ai jamais attendu qu'un truc me tombe dans la bouche, quoi, pour aller le chercher. Je suis une personne qui va au-devant de ses opportunités et qui sait être entreprenante. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, depuis toujours, se disent bah non, moi, il faut que j'attende de recevoir, il faut que l'autre me choisisse. Tu vois, il y a peut-être ce degré dans le féminin de dire moi, je réceptionne, je suis une femme, je réceptionne. Mais non, tu ne fais pas que réceptionner, tu réceptionnes. Et tu agis aussi, et c'est les deux. Et donc, moi, j'accompagne les femmes déjà à leur montrer ce qui est possible, d'être une femme qui se prend pas la tête en fait, qui se fout la paix, qui s'autorise à vivre ce qui est important pour elle, qui se sent libre et qui fait vivre cette liberté-là. Moi, j'ai toujours été accompagnée, tu le sais aussi, hein, je me passionne pour les sujets autour de l'humain, donc je crois que tout ce que j'ai quelque part moi libéré en moi, c'est des choses où les femmes, à mon contact, elles se disent putain, mais oui,
j'ai le droit. Et tu vois, ça ne nécessite pas forcément un outil. C'est juste que, ben voilà, c'est comme un téléchargement. J'aurais du mal à le dire autrement. Après, voilà, j'accompagne avec du coaching, des échanges, on travaille sur nos croyances. Bien sûr qu'il y a quand même une facette d'outil. Mais je dirais qu'avant tout, c'est ça, c'est presque un miroir. Tu vois, je leur montre un miroir, elles se regardent dedans, elles se disent, mais waouh! Comme une nana qui avait pris une photo avec moi après une conférence et qui m'a dit, je me trouve très très belle sur cette photo avec toi alors que je me trouve toujours immonde. Bah, tu vois, c'est marrant cette histoire parce que c'est comme si moi, parce que quelque part, bah, moi je suis en amour pour la femme que je suis, bah, à mes côtés, tout d'un coup, elle s'était sentie en amour aussi pour la femme qu'elle est à cet instant sur cette photo. Bah, je trouve que c'est très parlant. C'est clair. Ah bah moi, je te rejoins à 100%. Pour moi, c'est vraiment l'énergie en fait qu'on dégage. Et donc, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu t'occupes de toi, si tu t'occupes de ta machine biologique, si tu prends soin de toi et que tu essayes d'aller du mieux que tu peux en fait dans la vie de tous les jours à travers des outils qui sont bons pour toi, forcément, tu vas rayonner une bonne énergie, tu vas rayonner quelque chose de très positif et potentiellement, comme tu le dis, en fait, ce que tu dis, ce que je traduis, c'est que ce que tu es, ce que tu incarnes, potentiellement, c'est suffisant en fait pour inspirer les gens. C'est ça? Bah, c'est presque ça en fait. Ouais. Puis plus, en fait, c'est vraiment une compréhension que j'ai de plus en plus. J'ai l'impression que c'est comme si c'était aussi une espèce de compréhension énergétique du moment, tu vois, que on n'a pas forcément à chercher. Alors déjà, j'avais beaucoup en tête cette idée qu'on n'a pas à chercher à convaincre, il faut déjà incarner ce qu'on a envie de voir comme changement dans le monde. Mais là, je le sens à une autre échelle, c'est-à-dire le changement, ça peut s'opérer de manière extrêmement rapide. Ça nécessite pas des années de thérapie. Voilà, ça c'est les anciens modèles pour moi, tu vois, quand on disait, bah, j'ai fait 10 ans d'analyse, etc. En fait, vous n'avez pas besoin d'attendre 10 ans pour vous rendre heureux. Ça passe aussi par des déclics, en fait. Et donc, quand on voit des gens, encore une fois, s'autoriser à aller, non pas sans peur, mais avec courage vers leurs projets, leurs rêves, leurs envies, leurs désirs, et ben tout d'un coup, tu te dis, mais ouais, c'est possible. D'ailleurs, ce sera pas forcément long, ce sera pas forcément difficile. Tu vois, toutes ces notions-là, de penser qu'il faut qu'on prenne du temps avant de réussir. Enfin, voilà, libérez-vous des croyances qui vous servent à rien. Hein. Ne vous dites pas, je sais pas, aujourd'hui on est chef d'entreprise tous les deux. Moi, j'ai jamais écouté les discours qui me disaient, tu sais, il faut attendre au moins 5 ans avant d'avoir un chiffre d'affaires à la hauteur. Machin. En fait, j'ai toujours suivi, moi, mon instinct de me dire, non, mais moi, j'aurais pas besoin d'attendre X années pour faire cartonner ma structure, mon entreprise. Voilà, et c'est comment on peut se libérer de ce qu'on entend à l'extérieur pour un moment se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de me raconter de moi-même, de l'existence des autres? Parce qu'en fait, on se tire des balles dans le pied à se raconter tout un tas de conneries, d'adages, de choses qu'on a entendues, que nos parents ont répétées. Franchement, libérez-vous des loyautés à vivre, entre guillemets, des choses pas dingues parce que vos parents eux-mêmes n'ont pas vécu des choses difficiles. Parfois, on reproduit un schéma aussi parce qu'on n'ose pas inconsciemment aller plus loin que ce qu'on a observé, tu vois. Et c'est vrai que là, on ressent une loyauté aux gens qui nous ont mis au monde, c'est normal. On sait qu'on ne serait pas ici sans eux. Donc, il y a parfois ce truc très inconscient de se dire, mais en fait, qui suis-je moi pour aller plus loin? Et évidemment que c'est inconscient. Mais moi, en tout cas, toi et beaucoup d'autres gens aujourd'hui sont là pour ouvrir les consciences à ça et dire, mais oui, en fait, tu peux faire différent. Et d'ailleurs, tu vas peut-être même montrer à tes parents, si tu as la chance qu'ils soient encore en vie, que c'est possible. Et moi, je suis sûre qu'il n'y a pas d'âge pour se donner encore les moyens, pour évoluer. Voilà, jusqu'à notre mort, en fait, on peut encore bouger, encore s'ouvrir. Et puis, je crois surtout que ce qu'on vient vivre ici, c'est l'amour. Donc, avec quoi on repart? Est-ce que la veille de notre mort ou même quand notre corps physique nous lâchera et que notre âme remontera là d'où elle vient, est-ce que ce qui va compter à ce moment-là, c'est pas juste l'amour, en fait? Bah, je crois que si. Et toi et moi qui nous passionnons pour notamment les expériences de mort imminente ou tu vois ce genre de sujet, bah, c'est exactement ce qui se dit. C'est-à-dire que les gens vont te dire, mais moi, il y a eu que l'amour en fait qui a compté. C'était pas est-ce que j'ai obtenu ça, est-ce que j'ai eu ça, est-ce que mon succès. Non, c'était est-ce que j'ai aimé en fait, est-ce que j'ai suffisamment aimé. Et pour moi, c'est vraiment Quand on me dit c'est quoi l'amour pour toi, notre raison d'être sur Terre, la raison pour laquelle on s'est incarné sur Terre, c'est pour vivre l'amour, c'est pour retrouver cette identité originelle de l'amour. Sur laquelle il y a beaucoup de couches parfois qui ne sont pas de l'amour justement, qui sont les peurs, qui sont les croyances, qui sont les choses qui nous retiennent un peu. Mais tout le monde peut se délester de ça vraiment. Tout est possible dans cette vie, mais vraiment absolument.
C'est clair. En fait, quand je t'entends, je me laisse sous-entendre qu'à un moment donné, tu as forcément eu un déclic sur ton parcours de vie, parce que les gens qui nous écoutent vont être forcément, j'imagine, en grande partie d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est bordé de bon sens. Et en même temps, ils peuvent se poser la question, se dire, mais ok, mais comment je fais moi là à mon niveau, en fait, aujourd'hui, pour switcher, en fait, tu vois, pour me déconditionner, pour aller un peu dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire vraiment être qui je suis, me pas poser une question, en fait, et faire les choses telles que je le ressens, quoi. Ça veut dire que toi, à un moment donné, comme beaucoup, hein, moi le premier, hein, j'ai eu plein de déclics en fait dans mon parcours de vie. J'imagine que toi aussi, à un moment donné, tu as eu un déclic pour devenir chercheuse comme ça de la vie et de l'amour. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose quand même qui arrive sur ton parcours de vie, quoi. Bah alors soit, tu vois, je suis venue sur Terre pour, on va dire, porter ces sujets-là et à ce moment-là, c'est comme si mon âme, elle m'a très vite fait remonter, alors là, on parle d'un point de vue spirituel, hein, mais puisque moi, je suis très spirituelle, peut-être que c'est juste ça, j'ai eu contact avec ce message-là plus vite peut-être que d'autres, j'en sais rien, avec plus de facilité. En tout cas, une chose est sûre, ça n'a pas suffi, puisque derrière, ça a été de lire des ouvrages, de m'enrichir d'une connaissance que j'ai transformée en connaissance vraiment vécue, tu vois, pas une connaissance mentale, mais encore une fois, un truc qui descend dans mes cellules, des accompagnements, des coachings, enfin, je veux dire, moi-même, je me suis fait tellement accompagner, donc c'est pour ça que j'accompagne d'autres aussi aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, mais je crois que tant qu'on reste, entre guillemets, tu vois, chez soi, en se disant, bah, je sais pas par où commencer, c'est personnel à chacun. Je pourrais pas te dire c'est par telle étape, c'est en trouvant. Mais j'ai juste envie de vous dire faites confiance à la vie et même à votre âme, à votre boussole intérieure en fait. Je sais pas, aller. Alors là, les librairies sont fermées et tout, donc c'est peut-être pas le moment, mais aller sur le site de la Fnac, regarder des livres de développement personnel, lisez des choses, regardez des vidéos. Aujourd'hui, on a accès à tellement de contenu gratuitement en plus. Voilà, moi je sais qu'au-delà des formations payantes que je peux proposer, quasiment tous les jours, je fais des lives Insta où les gens me posent des questions. Donc aujourd'hui, on a accès à tellement de matière que, voilà, quelque part, il n'y a que les excuses qui restent pour dire je ne sais pas par où commencer. Mais moi, je sais personnellement qu'être aidée par d'autres m'a fait gagner un temps fou, mais vraiment. Parce que quand ça concerne soi, c'est toujours, pour moi en tout cas, plus complexe d'y voir clair. J'ai toujours eu plus de mal avec moi-même qu'avec les autres. Avec les autres, je ressens avec beaucoup de justesse ce qui peut se jouer pour eux. Mais pour moi, forcément, c'est moi, donc c'est compliqué. Donc voilà, moi je dis, faites-vous accompagner. Encore une fois, c'est pas forcément 20 ans de psychanalyse, hein. Parfois, voilà, moi j'ai des formations qui durent, j'ai une formation qui dure 10 jours. Bah, je sais qu'au bout de 10 jours, tu pars d'un endroit, tu reviens pas au même endroit, quoi, c'est clair. Donc voilà, de se donner les moyens. Et les moyens, c'est à tous les niveaux, d'investir aussi, tu vois, de se dire, bah, au lieu d'acheter le dernier iPhone toutes les 3 secondes, au lieu d'aller faire du shopping chez Zara ou je sais quoi, et ben mettez de l'argent de côté. Et si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, bah, attendez un peu pour faire une formation, un accompagnement. Si en tout cas vous avez envie d'aller vers un truc payant et voilà, forcément plus qualitatif si c'est du payant. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de qualité aussi en gratuit. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, il n'y a pas d'excuse réellement. Et l'argent n'en est pas une non plus d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas le même discours en 2003. Je dis 2003 parce que c'est en 2003 j'ai créé mon entreprise et on n'était quand même pas dans cette mouvance où justement il y a floraison d'outils en fait autour de nous, comme tu le dis, que ce soit à travers les livres, à travers le web. Enfin, c'est incroyable en fait tout ce qui existe maintenant. Et c'est vrai, moi, c'est ce que je dis aussi quand on m'interviewe. Je dis qu'il n'y a pas d'excuses en fait maintenant. Et donc, ce qu'il faut, c'est prendre ses responsabilités et faire ce premier pas justement pour commencer, si c'est maintenant, bah, à s'occuper de soi, quoi, tout simplement. Mais complètement. Mais ouais, c'est clair. Bah, c'est ça, parce que c'est quand même, tu sais, il y a une expression qui dit faut prendre son mal en patience. Bah, je crois qu'aujourd'hui, en 2020, faut prendre son bien en urgence, mais réellement, tu vois. Il faut retourner les choses, il faut arrêter d'attendre que ça nous tombe dessus, qu'on vienne nous chercher. Ça, c'est une posture encore très enfantine. Tu vois, on est encore infantilisé. Alors c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, on ressent que dans le climat actuel, il y a un côté infantilisant au possible. Et alors moi, le problème, c'est qu'avec des autorités mal placées, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a presque un peu, je dirais, fait gagner du temps aussi, c'est que
toute autorité malvenue et mal placée et qui n'est pas cohérente, pour moi, ne fonctionne pas. Et ça a toujours été ça, c'est-à-dire que les adultes, les profs, tout le monde pouvait me dire quelque chose avec voilà, son autorité. Moi, je suis capable d'entendre l'autorité, il n'y a pas de problème de gens que je respecte, voilà, parce que pour moi, ça me semble être une cohérence. Tu vois, j'ai eu un patron, donc je suis toujours très proche aujourd'hui, Alexandre, qui m'a permis de signer un CDI à mes 19 ans. C'est un patron que j'ai admiré, dont l'autorité m'a toujours inspirée. Et donc, voilà, moi, je suis pour des espèces d'autorité naturelle. Et voilà, mais écoutez, aujourd'hui, à n'importe quelle autorité qui nous dit comment faire, c'est peut-être qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils le font parce qu'ils étaient déjà un peu en train de continuer d'écouter papa, maman. Tu sais, c'est inconscient, mais c'est ça. Je crois qu'il y a vraiment une racine à ce niveau-là. Beaucoup de gens me disent oui, mais moi, le problème, c'est que là, j'aimerais me reconvertir, mais ma famille n'est pas d'accord avec ça. Enfin, voilà, ils ne croient pas en ce que je fais. Je lui dis, mais t'as quel âge pour écouter ce que ta famille croit ou ne croit pas? Ah, bah, j'ai 35 ans. Ah, bah, je dis, bah oui, bah, donc c'est peut-être le moment aussi voilà, de suivre ce qui importe pour toi. On n'est pas des gosses, en fait. Donc, voilà. Et moi, j'avais déjà ce truc presque même encore en étant chez ma mère, tu vois, c'est-à-dire que j'avais envie d'être adulte pour décider pour moi, parce que j'avais pas envie d'être sous le joug d'une autre autorité qui ne soit pas celle que je choisis pour moi-même. Bah, j'ai compris pourquoi après les années, parce que en fait, c'est important aussi de se délester de ce qu'on veut plus, de faire un tri. Tu vois, il y a tellement de choses que j'adore mes parents, je suis très en paix avec eux, je les aime de tout mon cœur, mais il y a beaucoup de choses que je leur ai rendues et je les aime d'ailleurs mieux et d'autant plus en leur ayant rendu ce qui leur appartenait, puis en continuant moi à me trimballer des casseroles, tu vois, qui pèsent une tonne et qui font que je suis retenue dans mon ascension, quoi. En fait, voilà, donc je les aime mieux en étant aussi un peu coupée de ce qui n'est pas utile pour moi de faire vivre. Ça, c'est un beau message que tu nous dis parce que c'est pas évident pour une grande majorité de la population de se séparer, comme tu dis, de rendre en fait ce qui t'appartient pas et de le rendre notamment à nos parents. Et c'est vrai qu'en tout cas, moi, je l'observe depuis de nombreuses années. Hein. On voit souvent quand même que l'éducation qu'on a pu avoir, la façon dont on a grandi, la façon dont les parents, et moi je pense que chaque parent a fait du mieux qu'il peut pour s'occuper de nous, ça laisse des traces, positives ou négatives, et c'est vrai que c'est pas forcément évident tout le monde de conscientiser et encore plus de passer à l'acte comme tu as pu le faire. Et j'aime bien cette expression de rendre en fait ce qui t'appartient, de rendre ça à tes parents. Je trouve que c'est chouette. J'espère que ça va inspirer les gens qui nous écoutent. Ouais. Yes, bah ouais, c'est moi, ça me fait penser j'ai un pote Thomas Sissot qui fait du tri conscient, tu vois, bah c'est un peu ça. C'est-à-dire que lui, il vient chez toi quand tu as besoin de trier une pièce, par exemple, ou tu vois, il y a des moments où c'est vrai qu'on accumule beaucoup chez nous, et donc lui, il dit, bah c'est parce qu'en fait, ça dit des choses, c'est symbolique en fait, l'accumulation, le tri, et donc il y a beaucoup cette idée de même quand tu tries ton intérieur, enfin chez nous, je sais pas si quand vous faites du tri, ça vous vide un peu la tête et ça vous met les idées plus au clair, mais c'est clair en fait, c'est même ça, et symboliquement c'est ça aussi avec ce qu'on a reçu, et même aujourd'hui, ce qu'on reçoit et qu'on ne veut pas, vous avez le droit de dire à des choses, à des avis d'autres, que vous, voilà, ça vous est pas utile nécessairement. Voilà, on n'est pas obligé d'entendre l'avis de tout le monde. Et tu sais, dans les grandes peurs des gens, il y a quand même la peur de l'avis des autres, qui est quand même, on va dire, en premier lieu, c'est au top one quoi, des peurs sclérosantes pour les gens, et où ils se disent, mais moi, en fait, j'ai tellement peur du regard des autres. Mais voilà, et moi, ce que j'essaye de transmettre, c'est que le regard des autres se base aussi à minima sur le regard qu'on porte sur soi. Quand on fait les choses avec affirmation et confiance, en général, les gens peuvent se dire j'aime ou j'aime pas, mais ils vont pas être en train de venir titiller. Moi, je suis d'accord pour qu'on se dise tous qu'on n'est pas là pour, entre guillemets, plaire à tout le monde. On est là pour toucher les gens avec qui ça va rentrer en résonance. Après, s'il y a des gens qui écoutent vos discours et qui disent ouais, bon, ce que dit Julien ou ce que dit Nathalie, moi, ça me parle pas tant que ça, tant mieux, puisque c'est bien qu'on soit pas tous d'accord pour raconter les mêmes choses. Et moi, je crois que l'humanité, elle s'enrichira aussi à des moments où on se dise juste, voilà, moi, ce discours me parle, oui, il me parle pas. Et en tout cas, on est toujours souverain dans nos manières de prendre des discours ou de ne pas les prendre. Quand l'autre vous fait un avis, quand votre mère ou votre père vous dit, moi, je suis avec ta reconversion, je suis pas tout à fait d'accord, et vous pouvez très bien lui répondre, et écoute, c'est ton avis, parce que pour moi, ça résonne hyper bien. Et voilà, et pourquoi est-ce qu'on serait en train de se justifier, d'avoir besoin que l'autre nous dise mais oui, mon enfant, vas-y. Mais en fait, on n'en est plus là. Donc, et puis, vous allez voir qu'en fait,
Je dis ça parce que moi, j'ai perdu beaucoup d'énergie à vouloir, par exemple, convaincre ma mère que ce que je faisais avait du sens, tu vois. Mais j'ai réalisé qu'en fait, j'aurais plutôt dû passer ces 10 dernières années à continuer à faire ce que j'avais à faire, limite en taisant le discours que j'avais besoin de tenir pour convaincre l'autre. J'ai perdu d'énergie avec ça aujourd'hui. Je sais que j'ai fait bouger mes proches en étant juste ce que je suis. Donc, on a juste besoin d'incarner. Et ça fait du bien. Franchement, c'est un truc que je réalise de plus en plus. Et voilà. Et j'aurais juste quelque part. Alors après, on fait ce qu'on peut et puis on a le parcours qu'on a. Mais voilà, j'aurais pu juste quelque part me taire et faire ce que j'avais à faire et ça aurait été aussi impactant. Donc, c'est ça qui est beau. Arrêtez de chercher à convaincre. Faites les choses. C'est clair. Et pour accrocher le wagon à l'amour, en étant dans cette position-là, on est vraiment dans l'amour. En étant dans cette énergie-là, enfin, pour moi, c'est de l'énergie. Pour moi, c'est vraiment l'énergie de l'amour. Ouais. C'est l'énergie de l'amour pour soi, l'énergie de l'amour pour les autres, parce qu'on peut comprendre par amour que les autres ne sont peut-être pas prêts à entendre certaines choses ou à imaginer que ça puisse être possible. Donc, n'essayez pas de faire tenir un discours à quelqu'un qui n'a jamais vécu que peut-être, justement, en claquant les doigts, les choses, elles pouvaient arriver dans notre vie, qu'on pouvait manifester en ayant les bonnes croyances, qu'on pouvait... donc pour des gens, c'est tellement abstrait que ne cherchez pas à les convaincre et qu'ils soient d'accord avec vous avant de... montrez-leur la voie. Je crois si on se montre tous respectivement les voies, après les voies peuvent être différentes, encore une fois, il y a des gens avec qui on rentre vraiment en affinité tout de suite, immédiatement. Il y a un truc de l'ordre des cellules où on se dit ça me parle, ça me touche. Moi, je crois que quand on est touché aussi par les discours des gens, il y a un truc qui se met à bouger en nous, en fait. Donc, moi, j'aime l'idée d'être émue, tu vois, par les autres, par la vie, par des compréhensions. À chaque fois que je me sens émue, il y a quelque chose qui se passe dans mes cellules et il y a quelque chose qui bouge, en fait, presque naturellement en moi. Donc laissez-vous toucher par les gens qui vous touchent. Laissez les autres, avec leur discours qui vous parle le moins. En tout cas, n'en faites pas la vérité ou l'erreur. Tout est vérité et rien ne l'est en même temps. Donc on est tous détenteurs de ce qu'on pense être vrai et c'est aussi un peu l'idée de se détacher de ça. Franchement, personne n'a raison, personne n'a tort. À un moment donné, c'est juste qu'on peut s'enrichir des endroits où les gens ont pensé avoir raison et ils ont réussi à créer des choses qui nous inspirent et qui nous intéressent. Alors là, il y a peut-être des voies à emprunter ou des conseils à suivre, mais... oui, et puis il faut être, comme toi tu le fais si bien, il faut être dans l'expérience, justement. Il faut tester des choses, rencontrer des gens, aller voir des conférences, participer à des colloques. En tout cas, il faut être dans l'action et dans l'expérience, et avec une forme d'ouverture d'esprit et de cœur, autrement dit de la curiosité. Et puis effectivement, après, il y a des choses qui te parlent, des choses qui te parlent moins, quoi. J'aimerais bien que parce que ça filoche, je vois que ça fait quasiment bientôt 40 minutes. Ouais. J'aimerais bien que tu nous donnes, tu vois, si, imaginons, je devais réaliser un 3e film et que je l'appelle C'est quoi l'amour pour vous? J'aimerais bien que tu me donnes ta définition. Déjà. Ouais. Tu as donné un tout petit peu ta définition, mais j'aimerais bien que tu nous donnes ta définition aujourd'hui, le 11 novembre 2020. Nathalie, c'est quoi en fait le bonheur pour toi, l'amour pour toi? Écoute, je vais reprendre un petit peu ma réponse que j'ai donnée hier d'ailleurs pour un magazine. Moi, je dirais que vraiment ce que je ressens et plus les années passent, alors vous pourrez me dire que j'ai pas forcément beaucoup d'années sur Terre, 30 ans c'est une expérience, mais peut-être qu'il y a rajouté à cette expérience d'autres vies, j'en sais rien. Ça reste abstrait ce genre de discours, mais je crois qu'il y a en tout cas un espèce de... un héritage qui revient. Je ne sais pas si c'est un héritage de mon âme, de mes expériences, il y a un truc avec l'amour. Et un jour, j'ai une médium d'ailleurs qui m'a fait un soin et qui m'a dit je vous vois en fait au moment de votre incarnation, donc encore une fois, discours un peu perché, mais au moment où je serais venue sur Terre, j'aurais plongé avec... Et quelqu'un m'aurait chuchoté l'amour. Et j'ai plongé avec ça. Et cette femme, elle m'a dit ça, mais il y a des années, là où j'écrivais pas des livres sur l'amour, je n'étais pas en train de faire tout ce que je fais aussi pour qu'on vive des histoires d'amour les plus épanouissantes possibles. Donc, il y a un truc intéressant avec ça, et vraiment pour moi, c'est notre raison d'être sur Terre, ce qui nous compose, c'est, je le disais, notre identité originelle, tu vois. C'est que je crois qu'en fait, à la base, on est l'amour, et puis après, il y a beaucoup de choses qui se mettent au-dessus. Je ne crois pas qu'on doit apprendre à aimer, je crois qu'on doit juste se reconnecter à ce que c'est justement d'être dans l'amour, d'être dans le cœur.
peut-être que si certains nous regardent, qu'ils ont fait du travail sur eux, qui sont connectés à parfois des approches, dans des méditations, dans des stages, à travers des lectures, il y a des moments où on sent cet endroit où il y a quelque chose qui s'ouvre en fait et qui fait que on n'a plus besoin d'aller critiquer alors ni soi-même ni son prochain, on n'a plus besoin d'aller juger ce qui nous ressemble ou ce qui nous ressemble pas, ou encore une fois nous-mêmes. On comprend l'aberration, parce que c'est vraiment une aberration de se faire vivre au quotidien la pire des vies, hein. Moi je trouve que quand je dis ça aux gens, ça leur fait réaliser qu'ils s'offrent à eux-mêmes, mais la pire des conditions en fait, et quand même on est l'être avec lequel on va passer le plus de temps jusqu'à la fin de nos jours. C'est nous notre partenaire de vie, c'est pas un autre en fait. Alors bien sûr qu'on choisit peut-être un autre pour être à nos côtés, ou plusieurs en fonction des périodes de nos vies, mais en tout cas, c'est nous l'amour de notre vie pour moi. Et tu vois, ça me choque pas de me le dire. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment ancré pour moi. Voilà, donc c'est retrouver cette identité où j'aime en fait. Et aimer, c'est pas être d'accord avec tout le monde. C'est pas, voilà, c'est des moments aussi savoir se positionner par respect pour soi. Tu vois, l'amour, ça inclut pas j'ouvre les bras et puis voilà, je prends tout et n'importe quoi dans la tête. C'est vraiment aussi par amour pour soi, savoir créer une posture. On a nos limites, du respect pour nous. On a le droit de dire non par amour aussi, justement par amour pour soi, autant que de dire oui. Tu vois, l'amour n'implique pas cet endroit où c'est allez, la porte ouverte à tout. Donc ça aussi, ça a replacé, parce que les gens ont l'impression que s'ils sont dans l'amour, c'est genre je suis obligée d'aimer tout le monde et même des gens avec qui j'ai pas d'affinité. Moi, je dis souvent aux gens, on a le droit de ne pas se sentir en affinité avec tout le monde, mais on peut reconnaître qu'il y a un fond d'amour en chacun. Alors peut-être que ce fond d'amour chez certains, il est très planqué, parce que moi, en fait, je me raconte qu'aujourd'hui, les gens qui sont habités par la haine, la rancœur, la colère, c'est des gens qui ont vécu des choses difficiles pour eux et qui n'ont pas réussi justement à re-switcher vers leur identité originelle quelque part, tu vois, donc qui sont encore sous le joug de blessures, de choses un peu difficiles à digérer. Voilà, donc je crois qu'en fait, à la base, quand un enfant vient au monde, il est ça. Et après, voilà, le parcours de vie peut un peu altérer ce rapport direct avec l'amour qu'on porte en nous. Mais en tout cas, voilà, on peut. Il y a des gens avec qui on sent que ça vibre encore une fois, que ce soit, je sais pas, des familles d'âmes, ou peu importe, ça c'est des discours un peu abstraits, mais se dire, ok, c'est vrai, dans la vie, j'ai des affinités avec des gens plus que d'autres. Et ça fait partie de l'expérience d'être humain sur Terre. Après, encore une fois, moi, j'essaye vraiment toujours de me dire, il y a du bon en chacun, en fait. Alors, parfois, ce bon, il est très planqué, vous me direz, mais il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de grandir dans un environnement où, ne serait-ce qu'eux, ont connu l'amour. Tu vois, si tu ne connais pas l'amour à un instant T, tu ne peux pas faire vivre ça en toi, même si c'est ton identité originelle, comme je le dis. Parfois, il y a tellement de choses difficiles qui sont passées au-dessus que... Voilà, donc il y a, on va dire, l'identité originelle qui est presque un peu spirituelle, et puis il y a l'expérience humaine. Et après, en tant qu'humain, on fait du mieux qu'on peut, on essaye de trouver des endroits où on essaye de pardonner, on essaye pour moi, on a le droit de ressentir tout ce qu'on ressent, on a le droit de se mettre en colère. D'ailleurs, il vaut mieux parfois sortir des choses pour après ajuster. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on sera tous les jours sur le même diapason émotionnel. On reste vivant. Mais vivant implique qu'en tout cas, le choix de l'amour, ça puisse, si on le peut, être le choix le plus régulier possible. Tu sais que le sujet de l'éducation, c'est un sujet qui me passionne ces 7 dernières années, parce que je suis convaincu que tout part de l'éducation. Est-ce que tu penses qu'on pourrait accompagner justement les enfants le plus tôt possible dans ces réflexions, dans cette connaissance, tu vois, comme semer des graines, tu vois, autour de ça? Tu sais, moi, l'année dernière, je suis partie à Mantes-la-Jolie pour une association qui a regroupé les jeunes déscolarisés, donc tous les jeunes de Mantes-la-Jolie. En fait, ils avaient un endroit où, quand ils avaient quitté l'école, donc parfois ils avaient 14, 15, 16 ans, c'était plutôt des adolescents. Et donc, ils se retrouvaient dans ce centre. Une femme que j'aime beaucoup, Sabrina, m'a parlé de ce projet. Elle cherchait des psy, des thérapeutes. Puis je lui ai dit à l'époque, moi, j'aimerais bien contribuer. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main dans ma vie. Donc, moi, si je peux rendre aussi de manière, je le ferai. Et je lui ai dit, c'est vrai que les adolescents, pour moi, c'est un truc qui me touche. Les enfants et les adolescents, ça me touche beaucoup. Donc, je lui ai dit, si je peux venir leur donner des cours de confiance en soi, ça me plairait. Et donc, j'y suis allée. Alors après, il y a eu tous les soucis un peu on va dire, au printemps, j'aurais dû y retourner une fois, mais en tout cas, j'y suis allée passer 2 matinées avec eux.
Et justement, tu vois, eux, ils sont plutôt dans un mood où d'ailleurs ils se sentent quand même assez exclus de la société, voilà, le système scolaire déjà n'a pas trouvé vraiment, on va dire, de place pour eux parce qu'ils se retrouvent pas là-dedans. Et puis il y a des soucis avec l'autorité, etc. En tout cas, chez moi, j'ai pas débarqué en mode autoritarisme, tu vois, pas comme une prof, tu vois. J'ai bien compris très vite que de toute façon, eux, je n'allais pas me positionner comme ça, donc je me suis plus positionnée comme alors une grande sœur, c'est un bien grand mot, tu vois, mais une femme qui a son parcours et qui vient leur partager et qui leur raconte que, voilà, moi, je leur ai dit, vous savez, j'ai pas grandi dans un environnement, ma maman, elle était coiffeuse, elle a adoré faire son métier toute sa vie, il n'y a pas à remettre en question ça, hein, mais je veux dire, c'était pas un environnement où justement on avait des milliers d'euros qui tombaient chaque mois et voilà, ou un environnement d'évolution personnelle. C'est juste que je leur ai raconté que j'ai toujours eu des rêves et que je me suis autorisée à les réaliser et que ça a marché pour moi. Et donc, je leur racontais ça. Donc, d'abord, c'était vraiment de me mettre à nu aussi devant eux pour leur dire voilà ce qui a été mon parcours. Donc, voilà ce qui est possible, en fait. Et après, de leur faire vraiment travailler sur c'est quoi ton rêve. Donc, moi, ils me disaient ouais, mais madame, un rêve, moi, je suis pas là pour rêver. Moi, je suis là pour faire un truc concret. Donc, je disais justement, je suis en train de t'expliquer que les deux peuvent se rassembler à un endroit qui est tu vas faire un truc concret qui a du sens pour toi. Donc, tu en avais un qui adorait faire du rap. Voilà, je lui ai dit donc, il nous faisait écouter ses sons. Il y en a une, elle passionnée de maquillage, tu vois, je lui dis, mais tu vois, je lui dis, tu as cette valeur du beau, de l'élégant. Je lui dis, tu vois, je te regarde, comment tu es bien maquillée, j'aurais envie que tu m'apprennes, donc tu pourrais réfléchir à un truc autour de ça. En fait, j'essayais de les faire aller vers des affinités naturelles qu'ils avaient, c'est-à-dire des choses qu'ils aiment faire. Là où la société peut-être leur dit, non, ça va, arrête de rêver, tu vas faire un métier comme tout le monde, un métier sérieux. Non, ça veut rien dire en fait faire un métier sérieux. Et donc voilà. Et eux qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir peut-être des gens qui les ouvraient à ça parce qu'ils ont souvent des contextes familiaux très difficiles. Voilà. Moi, je sais pas si ça a changé quelque chose, mais j'ai débarqué dans leur vie pendant quelques heures pour chacun. Et voilà, et j'ai eu un d'entre eux, Paul, qui a vraiment demandé à se faire suivre par moi en coaching parce qu'avec les psys, ça marchait pas. Et voilà, et donc j'ai pas trop de nouvelles actuellement, mais je sais que on a déposé des graines, donc tu vois après, mais c'est très important, vraiment, tu vois, que ce soit des adolescents, si je pouvais aller dans les écoles, je le ferais. J'ai hâte, même si c'est pas dans les plans immédiats, moi aussi de donner la vie, tu vois, pour aussi expérimenter ce que c'est avec mes propres enfants, d'en faire des gens souverains, des gens qui font vivre l'amour en eux-mêmes, qui ont déjà des parents et une maman notamment qui s'est toujours choisie, a toujours entendu ce qui se jouait en elle et pas à l'extérieur. J'ai hâte de voir ce que ça donne, tu vois, aussi par exemple, je pense que nos enfants, c'est pareil, on n'a pas besoin de leur dire beaucoup de choses oralement, en fait. Ils nous regardent faire et puis ils disent « Ah, ok, ah oui, c'est comme ça d'ailleurs, ok ». Et je crois que c'est plutôt ça qu'on a à faire vivre dans une éducation qu'autre chose. Donc oui à l'éducation et oui, même quand on a 16 ans, 18 ans, tu vois, il y a encore, c'est encore des périodes où on est tellement en transition que quand il y a parfois une personne qui nous dit un mot, je sais que peut-être toi et moi, on a vécu ça, parfois juste un mot déposé sur le chemin, c'est venu tout changer. Donc si on peut être ces gens-là pour les autres, franchement, soyons-le. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais d'ailleurs, quand on parle d'éducation et quand tu dis qu'à un moment donné, tu aimerais vivre cette expérience en tant que parent, de plus en plus, je me dis qu'il faudrait carrément une journée de sensibilisation. Tu sais, un peu comme une journée de sensibilisation à la prévention. Ouais, mais pour les parents, c'est-à-dire pour les futurs parents, entourés de professionnels, tu vois, qui pourraient déjà en fait apporter une multitude d'informations, un peu de ce qui peut les attendre, enfin tout ce qu'on peut imaginer en tout cas autour de l'idée de j'ai envie de devenir parent. Voilà, est-ce que ce serait pas intéressant qu'il y ait cette journée de sensibilisation? Moi, je pense que si. J'ai même échangé avec une maman là l'autre fois qui me disait il faudrait faire passer un diplôme, tu vois, avant d'être parent. En fait, tout le monde ne devrait pas pouvoir procréer. Après, voilà, tu sais, parfois, nous, on peut provenir nous-mêmes d'unions qui ont été, j'en sais rien, un peu difficiles, ou tu vois, et ça ne nous a pas empêché d'être ce qu'on est. Donc, je me dis, je sais pas, je pense que oui, il y a des parents qui abîment beaucoup leurs enfants, mais je me demande du point de vue spirituel s'il n'y a pas aussi cette destinée qu'on choisit, tu vois. Alors là, encore une fois, discours perché alerte, mais est-ce que l'âme, quand elle descend, elle vient pas signer aussi un contrat et même si c'est un contrat plus difficile, alors oui, moi je suis complètement d'accord. Je pense que on devrait, autant qu'on fait des préparations à l'accouchement,
tu vois, mettre en fait dans la boucle des parents pour justement réfléchir à ok, qu'est-ce que ça va être rien que dans un couple, tu sais, de mettre sur la table qu'est-ce qui va être important de transmettre, de faire vivre. Je pense qu'il y a beaucoup de parents avant d'être confrontés aux choses qui ne se posent pas ces questions-là. Donc il y a des questions qui viennent avec le temps, mais il y a des questions qu'on peut se poser avant aussi. Et voilà. Et moi, je pense qu'une des questions à se poser, c'est suis-je déjà un bon être humain pour moi-même, puisque c'est exactement de la dynamique que je fais vivre en moi, c'est celle-là même avec laquelle je vais éduquer mes enfants. Donc comprenez que si votre enfant, vous n'avez pas envie qu'il soit sur les tablettes et sur tout le temps collé à un smartphone, etc., vous-même, en fait, essayez de ne pas lui montrer que vous êtes tout le temps collé au vôtre, ou tu vois, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai. Personnellement, j'utilise énormément les réseaux sociaux pour mon travail et que je suis beaucoup sur Instagram, par exemple. Mais voilà, j'essaierai de trouver en tout cas un endroit où moi-même, s'il faut que je change un truc pour mieux le faire entendre par mon enfant, sinon je lui reprocherai pas de faire comme il nous observe le faire, en fait. C'est voilà, mais il y a vraiment ce truc-là du mimétisme, en fait, et de l'observation qui est hyper présent. Donc oui, à dire aux parents, venez faire une journée où on comprend des principes d'éducation assez fondamentaux, et puis surtout des trucs du style, tu sais, on a peur de dire à notre enfant t'es quelqu'un de bien, d'intelligent, de merveilleux, de beau, d'extraordinaire, tu vas avoir un destin exceptionnel. Il y a des parents qui se disent encore, si je dis ça, oh là là, le melon qu'il va prendre, hein. Donc dans ce cas-là, fais en sorte que ton fils ou ta fille n'ait aucune confiance en elle, tu verras, c'est beaucoup mieux. Non, mais donc on comprend pas ce que veut dire l'amour réellement. Moi, je dis aux gens, quand on s'aime pas trop. On s'aime pas trop ni pas assez. Quand vous aimez vos proches, moi, je me demande pas si j'aime trop ou pas assez mes amis. Je les aime, tout simplement. Je me demande pas si j'aime trop ou pas assez mon mari. Je l'aime. Donc, moi, c'est pareil. Je me pose pas la question de est-ce que je m'aime trop ou pas assez. L'amour, c'est quelque chose de juste. Donc, à partir de là, arrêtez de croire que si vous dites à votre enfant qu'il est extraordinaire, il va avoir des chevilles monumentales. C'est plutôt l'inverse. Sachez que les gens aujourd'hui qui ont entre guillemets le melon, c'est des gens qui sont en train de compenser un manque de confiance. C'est des gens qui sont après, il y a des pathologies, hein, les mégalos, etc., les narcissiques, oui, mais là, on parle de quelque chose de juste, on parle de l'amour. Donc, moi, je répéterai à mes enfants chaque jour que Dieu me proposera de vivre à leur côté. Je leur dirai, voilà, tu es quelqu'un de merveilleux, d'extraordinaire, et voilà, et tu te créeras la plus belle des vies, celle qui te ressemblera. C'est ce qui est challengeant, je trouve, dans nos écoles d'aujourd'hui. Je me mets à la place des enseignants, parce que le rôle de l'enseignant aussi à l'école, il est déterminant quand même dans cette façon après d'aborder la vie, du regard qu'on peut avoir dans la vie. Et je me dis, ça doit être quand même hyper challengeant pour nos enseignants qui sont dans les classes où il y a 30, 40 élèves qui sont pas motivés pour aller en cours, qui ont probablement 8 formes d'intelligence différentes. Je me dis, putain, ça doit être quand même challengeant pour ces enseignants, tu vois, d'inspirer quelque chose de positif et de les amener un peu dans cette direction et de semer des graines. Ça va être tout un travail quand même, déjà très personnel en tant qu'enseignant. Mais déjà, moi, je ne sais pas pourquoi les parents pensent que c'est les enseignants qui vont faire pour eux aussi, tu vois. Parce qu'on fait beaucoup ça, hein. On se repose sur l'école. Mais en fait, à un moment donné, déjà, l'école, dans ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle transmet ce qui est important pour nous de transmettre à nos enfants? Non. Déjà, tu vois, tous les messages, par exemple, le festival de l'école de la vie que tu as monté à plusieurs années consécutives, ça nous montre à quel point il y a des choses qu'on n'enseigne pas aux enfants qui sont nécessaires. Donc, voilà. Et moi, j'ai par exemple une amie instite. Je sais que en plus, elle est instite dans des zones, tu sais, un peu compliquées, où les parents sont totalement démissionnaires. Et donc, tu vas avoir des enfants qui sont en CM2, qui regardent du porno à la maison, qui ont des vrais problèmes d'émotionnel, de rapport intime à eux-mêmes. Enfin voilà, il y a vraiment déjà, dès le plus jeune âge, et c'est ça qui est effrayant aujourd'hui, des choses qui sont vraiment hyper difficiles déjà en eux. Donc moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas l'école qui va éduquer vos enfants. Arrêtez de donner cette responsabilité aux enseignants. Après, on le sait aussi, moi, j'ai des enseignants qui m'ont énormément touchée, qui ont été très importants dans mon parcours. Notamment une prof de français auquel je pense, qui a été, qui m'a beaucoup dit, Nathalie, il y a quelque chose qui se passe quand tu parles, quand tu te mets à t'exprimer, on a envie de te regarder. Et je sais qu'elle a semé une graine de ce que je fais aujourd'hui dans ma vie. Donc, c'était pas anodin. Il y a vraiment des enseignants qui peuvent nous toucher profondément. Mais après, en tant que parent, ne laissez pas aux enseignants la responsabilité d'éduquer vos enfants. C'est pas vrai. Donc voilà. Donc l'école, c'est encore un autre endroit où, à mon avis, à l'école, on apprend aussi
on va dire, la communauté. À l'école, tu apprends le groupe, ce que c'est que, voilà, à la famille, en famille, tu apprends l'intime, tu apprends l'amour, tu apprends la gestion personnelle, la responsabilité individuelle. Voilà. Et à l'école, tu apprends ce que c'est que le collectif. Et ben, c'est un échantillon d'humanité, l'école. Donc voilà. Donc on peut pas non plus tout demander aux enseignants. C'est quand même, en plus de ça, ils sont juste extrêmement mal payés. Enfin, je veux dire, c'est un métier qui est dévalorisé. Aujourd'hui, c'est gravissime que nos enseignants soient aussi peu payés. Moi, je comprends que ce soit compliqué aujourd'hui de choisir cette voie. Et pourtant, personnellement, j'aurais pu dans une autre vie être prof de français tant cette matière me passionne et que j'aurais adoré donner le goût de la lecture et de la littérature à des enfants, à des ados. Mais voilà, en tout cas, je sais que c'est un métier qui n'est pas facile à faire et on peut aussi les remercier. Donc, nous n'attendons pas tout d'eux et de l'école dans ce qu'elle propose aujourd'hui. C'est clair, il faut d'ailleurs le souligner, il faut les remercier parce qu'ils font vraiment un travail qui est exceptionnel et je trouve qu'ils sont trop jugés rapidement et hâtivement. Parce que moi, je dis très souvent, un peu comme dans Vie ma vie, j'invite les gens à être profs juste un mois. Je pense que là, ils vont vraiment comprendre et conscientiser ce que ça représente. Et pour moi, en fait, pour résumer un peu ce que tu dis, je trouve que c'est un trio gagnant, en fait. Il faut pas s'occuper que des enfants, il faut pas s'occuper que des enseignants ou que des parents, il faut s'occuper des enfants, des parents et des enseignants, en gros, quoi. Il faut vraiment que ce trio, en gros, avance ensemble, quoi. Et c'est peut-être le challenge des futurs de l'éducation. Nous, on est en train de bosser là en ce moment avec l'UNESCO, justement sur une initiative qu'ils ont appelée les futurs de l'éducation. Et c'est une étude qui est hyper intéressante parce qu'ils sont en train de consulter le monde entier, en fait, l'ensemble de la planète, des citoyens, des personnes comme moi, par exemple, qui passent à l'action en termes d'éducation, des enseignants, toutes sortes d'individus dans le monde institutionnel pour créer un rapport et donc le transmettre à l'ensemble des pays, au gouvernement, au président, en leur disant voilà la direction idéale en fait qu'il faudrait prendre en termes d'éducation. Et notamment ça ressort beaucoup justement, c'est d'intégrer un peu ce trio en fait, c'est-à-dire parents, enseignants et enfants, et d'essayer d'avancer tous à peu près dans la même direction, quoi, en gros. Merveilleux, bravo à toi. Merci. Ça me passionne. Alors j'ai un AirPod qui m'a lâché, mais je pense qu'on est. Ah ok, de toute façon, je pense que ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ouais. De toute façon, ça va faire quasiment 1 heure, donc on va s'arrêter là. Merci Nathalie, merci pour cet échange, c'était cool. Eh ben, merci beaucoup Julien pour ton invitation. C'est toujours un bonheur de parler de ça et puis de pouvoir aussi avoir un espace pour parler d'éducation. Tu vois, je pense que c'est un sujet qui viendra dans les sujets que j'aborderai plus tard. J'ai envie d'écrire des bouquins là-dessus aussi. Et, la parentalité, je pense que c'est un chemin passionnant et en même temps qui demande qu'on puisse encore étayer, tu vois, comme on disait, le couple, c'est peut-être un sujet, on s'est vu et revu. Moi, je pense qu'il y aura toujours des choses à dire parce que la société évolue et qu'il y a toujours encore de la nouvelle matière. Donc, hâte d'en reparler un jour. En tout cas, c'est bien, c'est un scoop. On sait que tu vas écrire un bouquin sur l'éducation, c'est ça ? C'est ça, exactement, ouais. Cool. Ouais, sur la maternité, je dirais plus largement sur la parentalité, mais ouais. Ça viendra. Merci Nathalie. Merci. Ouais, à toi aussi, merci à tous de nous avoir suivis. À tout bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»